Le 7 mai 2026, dans le détroit d'Ormuz, l'une des routes maritimes les plus dangereuses au monde, 3 destroyers américains, l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason, avancent lentement. Depuis la côte iranienne, les commandants du CGRI observent silencieusement les mouvements des navires à l'aide de systèmes de surveillance et de lunettes d'observation. À leur avis, les navires américains sont exposés. Ils semblent être des cibles faciles qui sont volontairement entrés dans l'arrière-cour de l'Iran. Mais ce que Téhéran ignore, c'est que c'est précisément ce que veulent les États-Unis. En quelques minutes, l'Iran va tomber dans un piège soigneusement planifié qui va révéler le réseau militaire qu'il cache depuis longtemps. Selon les rapports, les 3 destroyers de classe Harley Burke ne font pas que traverser le détroit d'Ormuz. Ils ont été délibérément rendus visibles et semblent vulnérables aux yeux de l'Iran. Et le plan a effectivement fonctionné. L'Iran utilise depuis longtemps ce qu'ils appellent la doctrine de la flotte de moustiques, une stratégie qui fait appel à de petites vedettes rapides, des drones, des missiles côtiers et des attaques surprises depuis des positions cachées. Pendant de nombreuses années, cela a été efficace parce que leurs sites de lancement étaient dispersés et difficiles à localiser. Il y a des installations souterraines, des lance-missiles cachés et des sites de préparation secrets répartis sur différentes îles et zones côtières. Alors, lorsque l'Iran a vu les 3 destroyers américains qui semblaient être des cibles faciles, ils ont pensé qu'ils avaient une occasion de montrer leur force. Mais c'est exactement ce que l'Amérique attendait. Lorsque l'offensive iranienne a commencé, le réseau de surveillance de l'armée américaine s'est immédiatement activé. Ils ont utilisé des radars, des avions, des drones, des satellites et des systèmes de suivi naval pour suivre en temps réel chaque lancement de missiles, mouvement de drones et déplacement des forces iraniennes. En seulement quelques minutes, le réseau militaire longtemps caché de l'Iran a commencé à être révélé. L'armée américaine a identifié différentes positions de lancement et des installations de soutien près de l'île de Qesem, Bandar Abbas, Bandar Kamir et Sirik. Selon les rapports, des lanceurs de missiles côtiers, des installations de drones, des sites de déploiement de vedettes d'attaque rapide, des navires poseurs de mines, des dépôts d'armes et des centres logistiques ont été touchés. Alors qu'aucun Américain n'a été touché, la véritable situation est devenue claire. Pendant de nombreuses décennies, la stratégie militaire de l'Iran reposait sur la dissimulation, les attaques surprises, les systèmes souterrains et les tactiques d'essaim afin de compliquer la riposte de l'ennemi. Mais cette fois-ci, c'est leur propre attaque qui a révélé leurs secrets. Alors que les États-Unis enregistraient en temps réel chaque mouvement des forces iraniennes à l'aide de drones, de satellites, d'avions radars et de systèmes navals, ils ont rapidement appris. Ils ont identifié et ciblé les parties cruciales du réseau avant même qu'ils ne puissent déplacer son équipement. Ce n'était pas simplement un affrontement. Le véritable combat, c'est l'information, la surveillance et le timing. Pour l'Iran, le détroit d'Ormuz est extrêmement important, car il constitue une grande part de son moyen de pression sur le commerce mondial du pétrole et le transport maritime international. C'est pourquoi, après cet incident, de nombreux analystes pensent que certaines des capacités qu'ils ont construites pendant des décennies se sont affaiblies. En fait, selon les rapports. Les rapports indiquent que les images satellites montrent encore des traces d'incendie et des dégâts près du détroit d'Ormuz et d'Oman, après l'intense affrontement contre les vedettes rapides iraniennes. Et maintenant, une question préoccupe de nombreux observateurs militaires. Est-ce le début d'une confrontation majeure dans le Golfe Persique ? Ou bien est-ce simplement un message clair de la part de l'Amérique, montrant qu'ils sont capables de réduire à néant la stratégie que l'Iran a mis des décennies à construire ? Mais même si l'opération américaine dans le détroit d'Ormuz a été un succès, cela n'a pratiquement rien changé en ce qui concerne les discussions de paix. En fait, selon certains analystes, la situation est devenue encore plus compliquée. Depuis le début du cessez-le-feu, les États-Unis auraient de multiplier les concessions pour encourager l'Iran à revenir à la table des négociations. Washington espère que l'Iran veuille vraiment mettre fin aux tensions et accepte un accord acceptable pour les 2 parties. Mais au lieu d'adoucir la position de Téhéran, c'est le contraire qui s'est produit. Les durs au sein de l'Iran se sont même sentis renforcés. Et c'est là que la situation est devenue encore plus confuse, car selon des rapports, il semblerait qu'il y ait actuellement une lutte de pouvoir interne au sein même du gouvernement iranien. D'un côté, il y a le CGRI, ou Corps des gardiens de la révolution islamique, la faction militaire connue pour son agressivité et sa fermeté en matière de politique étrangère.
De l'autre côté, il y a le gouvernement civil de l'Iran, qui serait plus ouvert aux discussions diplomatiques et à un possible compromis. Selon le rapport du New York Post d'hier, alors que le cessez-le-feu très fragile entre les États-Unis et l'Iran se poursuit, l'influence forte des gardiens de la révolution resterait toujours présente dans le pays. Et à cause de cela, les pourparlers de médiation avec les États-Unis deviennent encore plus compliqués. Il y aurait des groupes qui souhaitent poursuivre les discussions afin d'éviter une guerre plus importante. Mais il y a aussi une faction qui pense que l'Iran ne devrait pas reculer et qu'il devrait même continuer à exercer plus de pression contre l'Amérique. C'est pourquoi, jusqu'à présent, la direction de l'Iran reste divisée. L'autre jour, le monde entier attendait encore la réponse officielle de l'Iran à la dernière proposition envoyée par les États-Unis. Pour certains observateurs, il ne s'agit pas d'un véritable accord de paix. C'est plutôt un accord temporaire où les deux pays accepteraient de poursuivre les négociations pendant les 30 prochains jours, tout en maintenant le détroit d'Ormuz ouvert et en assouplissant progressivement certaines mesures de blocus. Il s'agit du protocole d'accord que l'Amérique aurait envoyé à l'Iran il y a quelques jours, et hier était la date limite fixée pour que Téhéran réponde. C'est le président Donald Trump lui-même qui a confirmé qu'ils attendaient une réponse officielle de l'Iran avant la fin de la journée. Mais au fil des heures, la situation est devenue de plus en plus étrange car jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de réponse claire. Il n'y a pas de confirmation de la part des États-Unis, aucune déclaration officielle de l'Iran, et même le Pakistan, l'un des pays susceptibles d'aider dans les efforts de médiation, n'a pas non plus publié de détails clairs. L'Iran n'a pas dit oui, mais il n'a pas non plus dit non. Et pour de nombreux analystes, cela peut signifier beaucoup de choses. Dans la perspective la plus optimiste, il est possible que les différentes factions à l'intérieur de l'Iran ne soient pas encore vraiment unies sur la décision qu'elles doivent prendre. Il se peut que certains veuillent accepter la proposition tandis que d'autres préfèrent baissant poursuivre les tensions. Mais il existe aussi une interprétation plus inquiétante. Il est possible que l'Iran ait silencieusement rejeté la proposition de l'Amérique. Comme dans une conversation normale, parfois, lorsqu'il n'y a pas de réponse, c'est déjà la réponse en soi. Et pour l'instant, c'est la partie la plus intrigante de la situation. Parce que plus de 12 heures se sont écoulées depuis le moment où l'Iran aurait dû donner une réponse. Mais toutes les parties restent silencieuses. Plus le silence dure, plus il y a de questions qui surgissent. L'Iran est-il vraiment en train de prendre une décision? Ou bien une action plus importante se prépare-t-elle derrière ce silence? Et selon les rapports, le président Trump a fait une autre déclaration importante hier, ce qui a encore augmenté la tension dans toute la région. Selon le président Donald Trump, si l'Iran ne répond pas ou rejette complètement le protocole d'accord, cela ne signifie qu'une seule chose. Le projet qu'ils appellent Project Freedom reviendra. Et si cela se produit, les opérations plus agressives de l'Amérique dans le détroit d'Ormuz recommenceront. Cela signifie que les navires de guerre américains reviendront à leurs allées et venues incessantes dans le golfe Persique, escortant les cargos et les pétroliers pour s'assurer que le commerce et le flux de pétrole dans la région se poursuivent sans interruption. En d'autres termes, l'Amérique veut s'assurer que l'une des routes maritimes les plus importantes du monde reste ouverte, même si l'Iran s'y oppose. Mais selon Donald Trump, il est possible qu'il ne s'agisse pas simplement d'un simple retour de Project Freedom. Certains diront Freedom car certaines choses ne se sont pas produites. Mais pour eux, c'est Project Freedom Plus. Il a mentionné que cela pourrait même devenir Project Freedom Plus, ce qui signifie une opération plus large et plus lourde, utilisant d'autres systèmes militaires et des moyens de soutien supplémentaires. Voici comment la conversation est devenue encore plus intéressante. Parce que alors que l'Amérique montrait qu'elle était prête à reprendre l'opération à tout moment, de nombreuses histoires différentes sont également apparues sur les raisons pour lesquelles Project Freedom a soudainement été suspendu au départ. Selon la déclaration officielle de la Maison-Blanche, cela a été suspendu temporairement comme un geste de bonne volonté afin de donner à l'Iran l'occasion de réfléchir à la proposition de l'Amérique et de revenir à la table des négociations. Qui est très clair sur les sujets sur lesquels ils sont prêts à négocier, ainsi que sur l'étendue et les concessions qu'ils sont prêts à faire à ce sujet. Ceci serait l'une des concessions faites par les États-Unis depuis le début du cessez-le-feu. Donc si l'Iran ne répond pas du tout ou s'il s'avère qu'ils ont carrément rejeté l'accord, il est presque certain que l'opération reprendra. Mais il y a un autre récit qui circule plus discrètement dans les médias américains et c'est la partie la plus sensible.
Selon certains rapports, l'Arabie Saoudite et Bahreïn n'auraient pas été satisfaits lorsque les États-Unis ont annoncé Project Freedom sans les consulter directement au préalable. En raison de la réalité de la situation, l'Amérique ne peut pas mener une opération navale d'une telle envergure sans le soutien des pays du Golfe. Les États-Unis ont besoin d'accéder à l'espace aérien saoudien et peut-être aussi à celui d'autres pays du Golfe afin de surveiller leurs navires de guerre et de protéger également les populations civiles, et les navires qui reprennent leurs opérations normales dans le Golfe Persique. En plus de cela, l'utilisation des bases aériennes dans la région est également essentielle pour la surveillance, le ravitaillement et une réponse militaire rapide en cas de nouvelles tensions. Mais selon les rapports, l'Arabie Saoudite aurait d'abord refusé d'autoriser l'Amérique à utiliser certaines de ses bases aériennes et son espace aérien parce qu'elles n'avaient pas été immédiatement incluses dans la planification de l'opération. Et si cela était vrai, cela aurait été un gros problème. Mais seulement un jour après la publication du rapport, il semble que l'Arabie Saoudite ait changé de direction, il y aurait eu un changement soudain de position. Finalement, le gouvernement saoudien aurait également accepté que l'Amérique utilise leurs bases, surtout si le but était de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Et ce n'est pas surprenant car presque tous les pays de la région du Golfe veulent que le détroit d'Ormuz reste ouvert, tous sauf l'Iran. Car pour Téhéran, le blocus américain ressemble à un étranglement progressif de leur économie. Plus la tension dure, plus son impact sur les citoyens iraniens ordinaires devient lourd. Selon les rapports, l'inflation annuelle en Iran aurait atteint 50%. Plus grave encore, l'inflation des denrées alimentaires aurait dépassé les 100%. Cela signifie que le prix de la nourriture double presque chaque année. La valeur du rial iranien continue également de chuter. C'est à un niveau historiquement bas. Et alors que la crise économique s'aggrave, de nombreux Iraniens qui en ont les moyens commencent à transférer leur argent hors du pays. Parce que pour beaucoup, ils ne savent plus ce qui va se passer ensuite. Et il y a un autre développement qui a encore plus inquiété les gens. Récemment, le pouvoir judiciaire iranien a confisqué plus de 200 propriétés appartenant à des personnes qu'il accuse de s'opposer à l'État, même sans procès public ni audience claire. Alors que la crise économique s'aggrave, de plus en plus d'Iraniens perdent leur entreprise, leur emploi et leurs économies, tandis que le gouvernement cherche désespérément de l'argent. En même temps, un membre du Parlement iranien a été le premier à admettre, depuis le début de la guerre le 28 février, que le guide suprême de l'Iran avait été blessé lors de la première vague d'attaques. Selon le responsable, le lieu de travail et la maison de l'ayatollah Mujtaba Hosseini Khamenei étaient eux-mêmes visés. Il se trouvait dans l'escalier lorsque le missile a explosé. Il a subi des blessures au genou et au dos. Mais il a insisté sur le fait que les blessures étaient en mineures et qu'il allait très bien. Mais de nombreux analystes doutent, car jusqu'à présent, il n'y a toujours aucune vidéo ni enregistrement vocal du guide suprême, alors que d'autres responsables iraniens et des commandants du CGRI voyagent librement et apparaissent en temps public pendant le cessez-le-feu. À cause de cela, les soupçons de certains se renforcent. L'état du dirigeant iranien serait en réalité plus grave que ce que le gouvernement admet.